nous le sommes de vous embarquer dans cette nouvelle aventure à bas la monotonie dans ces midis, car chaque jour correspond à une thématique bien déterminée. Et les jeudis, vous le savez, sont consacrés à des sujets d'intérêt généraux. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion sociale et plus précisément le témoignage d'un jeune homme, un ancien délinquant qui essaie de se réinsérer et aussi d'aider d'autres personnes. Je vous invite, très chers téléspectateurs, à rester concentrés parce que c'est midi, c'est maintenant. On ne se laisse pas distraire. Eh bien, la parité du genre n'est pas aujourd'hui respectée sur ce plateau. Vous constatez bien que Paulus est avec nous, Manuela étant absente. Paulus, bienvenue. Merci Caroline, ça fait bizarre de se retrouver comme ça sur le plateau. Ça fait plaisir ou ça fait bizarre? Non, ça fait bizarre d'abord, mais plaisir surtout, qui n'aime pas bonheur? En tout cas, nous n'hésitons pas à distiller la bonne humeur sur ce plateau. Et quand je parle de bonne humeur, je pense tout de suite aussi à Docteur Philo. Merci Garo. Docteur Philo qui n'a pas oublié sa piqûre. Oui, la piqûre est toujours là. Vous parlez de monotonie. La monotonie même, elle est monotone. Ah, pas la monotonie. La monotonie même est monotone. Alors, c'est pourquoi vous voyez la position de la piqûre. C'est cela. Aujourd'hui, la piqûre va connaître une certaine ascension. C'est un autre niveau, un autre level de la piqûre aujourd'hui. Donc, on va piquer très haut et ça va faire mal. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien que je vous pique. Alors, nous sommes là pour piquer et on va piquer à un certain niveau. Et même, on dit, pourquoi on pique avec... À cette allure-là, nous risquons de conjuguer le verbe piquer à tous les temps avec Philo. Merci, docteur Philo. Vous savez très bien qu'il y a des sujets pour lesquels on est très souvent, la société est très souvent fataliste et surtout très passive parce qu'on se dit les carottes sont cuites, il n'y a pas de solution. Non, le témoignage vient pour nous dire qu'il y a absolument des solutions à toute forme et à toutes sortes de problèmes. Nous sommes en compagnie de M. Bakayoko Suleiman qui est notre invité témoin du jour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour madame. Vous pouvez dire Caroline, hein, ça me dérange pas. Bonjour madame Caroline. Voilà. Ancien... Je suis dans la joie d'être dans votre émission. Merci beaucoup. Joie partagée. Et voilà, notre spécialiste sera aussi là pour répondre à nos questions. Elle, c'est Madame Zagba Nassi, épouse Kouachi. Vous êtes coordinatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Bonjour. Bonjour Caroline. C'est bien cela. Et la précision, c'est que vous venez de la part du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci bien Caroline. Effectivement, nous venons du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dirigé par Madame le professeur Bakayoko Liramata. Que nous saluons au passage. Absolument. Et voilà, juste avant les échanges, je ne dirais pas les hostilités, les échanges sur ce plateau, nous écoutons le récit, nous écoutons le résumé de la vie de notre invité témoin. C'est parti. Jusqu'à l'âge de 18 ans, en 1998, son quotidien rimait avec vol, cambriolage, agression. Et puis, vient le jour où Bakayoko Suleiman se voit offrir une Bible par l'une de ses proches. En la parcourant, il tombe sur le passage du jeûne à sec de 3 jours de la reine Esther. Tel un déclic, ce texte biblique va l'amener à imiter la reine en observant lui aussi un jeûne de 3 jours. C'est au bout de ces 3 jours qu'il reçoit, dit-il, une révélation divine dans laquelle le Seigneur l'aurait appelé à le servir. Depuis, Bakayoko suit la voie du Christ. Il est aujourd'hui pasteur et président d'une ONG dont la vocation est de prendre en charge les mineurs délinquants et travailler à leur réinsertion sociale. Une expérience enrichissante qu'il vient partager sur le plateau de ces midis avec Caroline. Nous n'avons pas la prétention de trouver des solutions, mais nous allons tout de même essayer. Absolument. C'est un vrai problème, hein, un vrai problème social, je peux le dire ainsi. Oui, mais qui est en train de trouver, d'être résolu avec l'aide du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses partenaires. D'accord.
D'accord, je sens que ça va chauffer sur le plateau, mais bon, pour l'instant, on se calme. Alors, Bakayoko Souleymane, il faut dire que vous êtes âgé de 40 ans aujourd'hui, vous êtes issu d'une famille de 5 enfants, vous êtes membre de l'ONG Lumière de Vie des Nations qui participe à la réinsertion des enfants de la rue et délinquants, et sans occulter que vous êtes aussi artiste, chanteur. C'est cela, Dja. Bah non. Vous ne faites pas forcément du reggae, mais vous avez décidé de chanter pour Dieu. Alors, Souleymane, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la rue? Mon père était un policier. Et il était très, très sévère. Donc, quand je suis rentré dans le mouvement hip-hop, mon nez est percé, mes cheveux sont tressés. Je suis dans les grandes flottes. Chaque jour, j'étais dans les boîtes de nuit. Je fume cocaïne. Ouais, il tapait le crack. Vous fumiez? Ouais, avant. Tout à fait. Ouais, quand on parle du crack, c'est une drogue qui a été créée vers les années 80 par les docteurs. Quand tu es dans les cyber et que tu as sommeil, tu tapes le crack pour te réveiller. Donc, j'ai commencé à fumer le crack. Je pouvais dépenser 80 000, 100 000. Des matins jusqu'à midi, 100 000 est déjà fini. 200 000 de le soir. Il fallait aller braquer. Il fallait aller faire le mal. Nous vous encourageons. Courage. Alors, vraiment, nous comprenons cette émotion. Nous comprenons ces larmes. C'est la preuve que vous regrettez amèrement votre passé. Mais le plus dur est passé, hein, Souleymane. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Aujourd'hui, on peut vous faire confiance parce que vous avez su vous arrêter au bon moment, n'est-ce pas? Amen. Ça va aller. Ça va aller. D'accord. Je vous passe rapidement un mouchoir. Ça va peut-être vous aider. Je ne l'ai pas encore utilisé, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bon. Et aussi, j'ai fait mon test. Ouais, ça fait mal. Oui. Des pauvres hommes, tu les as tués. Il était sa femme, tu es venu dans sa maison, tu l'as assassiné pour prendre tous ses biens. Mais quand tu te donnes à Dieu, là, si tu ne pleures pas pour ça, c'est que tu ne connais même pas encore Dieu. Tu es plaisanté. Dieu dit-lui qu'il ne pleure pas pour moi, là, il ne le connaît pas. Donc, il faut qu'il pleure. Donc, ça me fait mal. Ça fait du mal. On est content que vous soyez repenti. Il faut dire que vous avez fait la prison à plusieurs reprises. Hein, ouais, 5 fois dans ma vie. Parce que vous étiez adolescent. 5 fois. À quel moment le déclic est venu? À quel moment vous vous dites il faut absolument que je change de vie, je ne supporte plus cette vie-là, puisque vous étiez déjà addict à la drogue? Bon, au fait, quand je venais en prison, toute la prison s'est levée. Petit maudit, là, il est venu encore. Parce qu'il fait 1 an, 2 ans, et puis il revient sur mandat de dépôt. Quand on dit mandat de dépôt, quand on ne dit pas de mandat dépôt, ça veut dire qu'à la justice, là, ton mandat, on vient déposer ça à la prison. C'est ça qu'on dit le mandat dépôt. Le mal que tu as fait là, on a écrit ça sur un mandat. On vient maintenant déposer ça à la prison. C'est ça qu'on appelle le mandat dépôt. Alors, vos parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout cela? Parce que vous m'avez dit que votre père était policier, c'est bien cela? Il était un officier, il était le commandant de la SAVAC. C'est-à-dire, depuis au lycée même, j'allais les pistolets à l'école. Parce que les pistolets étaient remplis dans ma maison, puisque mon père était le commandant de la SAVAC. Mais qu'est-ce qu'il en pensait? Est-ce qu'il cherchait des solutions pour vous faire sortir de cette vie-là? Non, bon, il ne savait pas que c'était trop un grand délinquant. Puisqu'il me voyait, je suis habillé en hip-hop, dans les flottes. Mes cheveux sont tressés, les bouts d'oreilles dans le nez. Donc, il me voyait beaucoup en choco, comme on le dit dans notre contemporain. Mais il n'aimait pas votre style. Non, mais ce n'est pas réellement ce qu'il faisait en délinquance. Quand nous sommes en bois à la rue Princesse, quand on finit de bois là, on s'en coupé caisse. Quand on dit couper caisse, c'est quoi? C'est le vol. Quelqu'un qui est dans sa voiture, on le jette dans sa voiture, et pour prendre sa voiture, ça va à la casse à 500 000, 800 000, ou bien 2 millions, 3 millions rapidement, pour aller dans les boîtes de nuit le lendemain. Mais lui, il ne connaît pas trop ma délinquance. Mais lui, il me voit seulement, mes cheveux sont tressés, il a porté bout d'oreille. Mais lui, il ne sait pas réellement quel genre de gangster était. Mais quand lui voit les flottes, avec les bouts d'oreille, il est énervé. Mais il ne connaissait pas réellement, c'est qu'au moins il savait que déjà il fumait la cocaïne, déjà il était un gangster. En tout cas, c'est un sombre passé, hein, on peut le dire ainsi. Alors, aujourd'hui, vous prétendez être délivré.
Et vous arrivez même à aider d'autres jeunes à sortir de la rue, à sortir de la délinquance. On va peut-être dans quelques minutes aborder le sujet. Mais je veux dire, le déclic, je reviens à la question, comment ça s'est passé? Parce qu'on est embarqué dans quelque chose. On sait tous les conséquences que la drogue peut avoir sur un individu. Les conséquences sont graves, les conséquences sont psychologiques, elles sont sociales, elles sont de plusieurs ordres. Mais comment vous réussissez à sortir de là? Qui vous parle? Qu'est-ce qui se passe? On veut en savoir davantage. Ce n'est pas de ma force. On dit Paul, juif du 1er siècle, citoyen romain, Paul persécute les chrétiens. Tout à fait. Sur la route de Damas, il allait tuer les chrétiens. Et puis Dieu l'a fait voir une vision. Tout à fait. C'est moi aussi dit, j'allais casser les églises, j'allais faire le mal. Et puis un jour, un rappeur, il était le plus grand rappeur d'Abobo à mon époque. On venait me prendre pour aller faire le concours de rap. Les beats étaient la main. Il était le maître du hip-hop dans ma jeunesse. Mais moi, je n'étais pas un hip-hop-man choco dans mais moi, j'étais hip-hop-man comme Tupac. C'est-à-dire, moi, il sort, il m'a braqué. Et puis, il vient, l'argent, il m'habille comme un Américain. Or, les autres rappeurs, papa lui donne l'argent, là, il s'habille. Or, moi, mon rappeur que tout le monde voit, il porte. Moi, je portais les chaînes en or. D'accord. On ne va pas trop s'étaler là-dessus parce que vous n'êtes pas très fier de ce passé-là. Justement. C'est cette pauvreté qui m'a donné une grande richesse. D'accord. Alors, ça vient comment le changement? Le changement vient après 5 fois la prison. J'ai fait la prison des mineurs parce qu'il était encore petit lorsqu'il était délinquant. On va y arriver. Ouais, non, il n'était pas encore grand. 5 fois la prison des mineurs. Un jour, j'étais assis dans le jardin, Pisam. Vous connaissez la Pisam? Tout à fait. Donc, c'est un jardin où les délinquants vont se reposer. Une nuit, je suis allé casser les boutiques. J'ai fait les trucs. Je suis venu avec beaucoup d'argent. Maintenant, tu as beaucoup d'argent, tu as un million sur toi. Et puis, tu as pleuré. Tu es triste. C'est Dieu qui m'a frappé ces jours-là. Malgré qu'il y ait un million sur moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me mettre à genoux. Yako, courage. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit Dieu, je vais changer. Je n'ai pas tué, je n'ai pas fait le mal. Et c'est dans ça, à la grâce de Jésus-Christ. Oh, la nouvelle vision, Dieu va me changer. Il va me montrer une vision où 3 blancs, bien barbus, avec les cheveux, ils étaient dans le ciel. Ces jours-là, j'ai lu un livre d'Esther où il était le plus grand rappeur d'Abobo. Quand on dit underground, un rappeur qui n'a pas fait sortir cassette, c'est lui qu'on appelle un rappeur underground. Donc à Bobo là, moi j'étais le plus grand rappeur underground. Voilà. Donc comme on me connaissait comme le plus grand rappeur underground, donc il y a un rappeur qui était Kajim qu'on appelait Jazz. Donc Jazz, il avait une Bible à la maison, il est venu, il m'a donné la Bible. Donc quand il lisait la Bible, je suis tombé sur l'histoire d'Esther. Esther a fait 3 jours sans manger, sans boire. Dieu a fait 3 jours de jeûne sec. Donc moi aussi, il dit, moi, il a fait 3 jours sans manger, sans boire. Oui, Paulus. Alors, on va revenir à la période où vous vous êtes retrouvé avec 1 million de francs sur vous. En général, on a l'habitude de dire que l'argent rend heureux. Mais à ce moment, qu'est-ce qui se passe pour que vous décidiez, vous mettez à penser à toutes ces choses? Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a sensibilisé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'on parle du Saint-Esprit? C'est un esprit que toi-même tu ne vois pas. Il est comme le vent. Le Saint-Esprit, c'est un esprit invisible, mais qui peut venir saisir un homme sans toi-même ta volonté. On te dit Paul allait tuer les chrétiens, mais sur la route là, le Saint-Esprit l'a saisi. Donc c'est de la même manière qu'un grand bandit, il est dans les habits de 300 000, 400 000, les chaînes en or sur son cou, il y a l'argent dans sa poche. Il va les fêter dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous êtes issu d'une famille musulmane. Ouais. Et je vais dire comme ça, du jour au lendemain, vous recevez, selon vous, le Saint-Esprit. On va mettre ça comme ça. Le Saint-Esprit ne regarde pas si tu es féticheur ou même si tu es musulman. Dieu fait combine. Quand Dieu fait combine là, Dieu peut faire toi ton papa, il est dans la maison en bois. Dieu peut faire toi ton papa, il est ministre. Ça ne dépend pas de toi, ta volonté. Donc Dieu fait ce qu'il veut. C'est ce qu'en Proverbe,
Il dit que Dieu fait combine s'il veut. Alors, donc, vous avez une vision, une révélation, et vous êtes convaincu à l'intérieur de vous que vous êtes appelé à servir Quand Dieu. Dieu m'a frappé, comme j'étais déjà un grand rappeur, on m'amenait à aller faire les beats à la main. Ouais, j'ai gagné les concours de rap. Quand les jeunes discutent d'un quartier, c'est lui-là qui est le plus grand rappeur. C'est lui-là qui est le plus grand rappeur. On vient me chercher beaucoup de jeunes en groupe. Et puis, moi, c'est l'autre rappeur. Un ragamuffin rap, j'étais le maître d'Abobo à mon temps. Ok. Donc, voilà comment, au lieu d'être le maître sans Dieu, Dieu maintenant va nous donner une vision où il y a le maître maintenant de la parole de Dieu, mais comment on appelle, en rap et en reggae. Ok. Donc c'est dans ce sens-là que voici une nouvelle vision qui m'a montré. Donc j'ai commencé à étudier. À étudier la Bible. Ah, c'est pas la Bible seulement. Excusez-moi, si mon sac n'est pas là, il y a beaucoup de livres, j'ai étudié beaucoup de livres. C'est très bien. J'ai étudié le Coran en français, j'ai étudié la Bible, il y a des encyclopédies, beaucoup de grands livres. Pas... Alors, votre changement, le changement, il s'est fait de façon progressive ou de façon radicale? Ouais, c'est comme une plaie. La plaie guérit un peu. Donc Dieu a commencé à me faire guérir un peu. Cheval, parlons pas de lever. Lui, c'était un grand bandit. Dans le coup de poing, excusez-moi, dans le coup de poing là, il n'y a pas enfant de la rue ou bien ghettoman qui pouvait lui le frapper. Il était. Oui, il était. Mais aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Voilà. Allez là, quand il passe dans la rue là, on t'appelle comment? Pasteur Chouvel. C'est moi qui lui ai montré la parole de Dieu. Donc, c'est un élément. Alors, oui, docteur Philo, allez-y. Allez-y. Lors de votre délivrance, où le déclic est venu. Sur place, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez fait des millions que vous aviez sur vous, sur le champ? Non. Les millions que j'avais sur moi, il y avait les enfants qui étaient dans la rue. Ok. Qui dormaient aux deux plateaux vallons. Ils étaient très sales. Tellement ils étaient sales là, le quartier est venu les frapper pour les chasser du quartier. Chaque jour, je passais, je disais mes enfants, quand ma cassette va sortir là, ils ne savaient plus que j'étais un enfant de la rue, parce qu'il a changé. Je suis bien habillé, dans les chemises pagnes, comme un pasteur. Je viens dire mes enfants, quand ma cassette va sortir là, j'ai grandi dans la rue comme vous, j'ai venu vous aider. Et voilà qu'un jour, le quartier s'est levé, venu les chasser où ils habitaient. Et moi, je dormais dans un supermarché inachevé, aux deux plateaux vallons. Donc, on a arrangé là-bas, on a planté des fleurs, là-bas était bien joli. Donc, les enfants sont venus auprès de moi. Le jour de mon anniversaire, le 28 février, on nous a chassés. Comme tu es notre papa, je ne les ai pas, je dis venez. Donc, si je comprends bien, pour gagner en efficacité et en temps, vous avez distribué l'argent à ces enfants-là. Voilà, il y a des habits, des chaussures. D'accord. On reviendra à vous pour la suite de votre témoignage. Nous avons avec nous, je l'avais annoncé à l'entame de cette émission, Mme Zagba Nassi, épouse Kouassi, qui est coordinatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Alors, on ne va pas revenir sur les chiffres parce que je ne sais pas si on a des chiffres fiables aujourd'hui par rapport au nombre d'enfants dans la rue, mais déjà, je pense qu'on peut parler du programme. On peut parler de ce programme-là. Au niveau du ministère, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment ce programme s'exécute-t-il? Merci bien, Caroline. Merci à tous. Alors, sous la houlette de notre ministre, Madame le ministre, le professeur Bakayoko Ly Ramata, alors ce programme a mis en place des activités pour pouvoir d'abord établir une relation de confiance vis-à-vis de ces enfants. Parce qu'effectivement, ces enfants, il y a la confiance qui est rompue avec d'abord leur famille, ensuite avec la société, à plusieurs titres. Parce qu'ils ont subi soit des violences, puisqu'il y a des causes qui font que les enfants sortent de leur maison. Alors, il faut d'abord établir une relation de confiance. Alors, c'est nous, pour établir ces relations de confiance, nous allons vers eux. Il faut, c'est-à-dire, ce n'est pas encore fait ou si, c'est fait. En cours? Vous m'avez posé la question de savoir comment s'exécute. Voilà. Donc, vous alors, nous avons établi des activités. Alors, pour faire mener ces activités, nous avons commencé d'abord par établir une relation de confiance avec ces enfants en menant des actions de rue. D'accord. Nous menons des actions de rue. Et
nous avons divisé, je prends le district d'Abidjan, en 4 zones. Et ces zones, il y a une équipe par zone pour mener des actions de nuit, de jour et de nuit. Alors la nuit, nous allons vers ces enfants, nous leur donnons à manger, nous leur donnons des vêtements, nous les soignons, nous faisons des dépistages, des déparasitages, des séances de déparasitage pour leur permettre un temps soit peu de se sentir à l'aise dans leur corps et savoir qu'il y a des personnes, un ministère qui est là pour les aider. Et à quel moment tout ça s'est fait? Parce que, bon, nous, on se balade quand même. Oui, vous vous baladez, mais vous ne pouvez pas nous voir. On ne voit jamais vos équipes sur le terrain. Non. La nuit aussi, pareil. Des fois, tard dans la nuit, on a des séances de travail, mais on ne voit pas. À quel moment vous intervenez? Alors, nous intervenons d'abord la nuit. Nous allons tard vers ces enfants parce que à certaines heures, ils sont dans des endroits, dans des maquis et tout ça, ils se cherchent en menant de petits métiers, c'est-à-dire ils vendent des lotus, laver les vitres des véhicules, ainsi de suite. Donc, ils ne peuvent pas nous prêter attention à ces moments-là. Quand ils sont fatigués, qu'ils vont se coucher, en ce moment, nous pouvons les approcher et nous adresser à eux. Quelle est donc votre technique d'approche? On sait un peu comment vivent ces enfants, on connaît à peu près leur moralité par rapport à ce qu'il vient de nous décrire. Donc, du coup, on a même un peu peur de ces enfants-là. Des fois, on a peur de descendre la vitre pour leur remettre quelque chose, parce qu'il y a des témoignages d'agression qui vous parviennent. Mais vous, quelle est votre technique d'approche? La technique d'approche, d'abord, nous n'allons pas... c'est une équipe. Ce n'est pas une seule personne qui va vers eux. D'accord, nous avons nos badges. D'accord. Nous avons nos gilets qui prouvent que d'abord, c'est une structure bien précise qui vient vers eux. Et quand ils nous voient, on les aborde. D'accord. Ils ont un peu peur quand même parce que... Oui, ils ont un peu peur, certes, mais on les aborde. Non, on se disperse, deux par secteur. Et il y a un minimum de sécurité quand même. Absolument, absolument. On vient dans un véhicule, donc déjà, quand on descend, nous avons déjà fait d'abord une cartographie. Donc nous connaissons les lieux où ils dorment. Et nous nous approchons, nous nous asseyons avec eux, à même le sol. Bonjour mon petit, comment tu vas? Est-ce que tu as mangé? Tout ça. Et nous engageons la discussion avec eux. On leur donne à manger. Alors, tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler, vous avez parlé des parents. Parce que, en général, ces enfants-là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ah non, ils sont des familles. Absolument. Voilà. Et il y a une rupture quelque part. Absolument. Ce qui les a conduits à la rue. À la rue. Alors, concrètement, est-ce que l'action que vous menez est juste orientée seulement vers les enfants, ou vous avez aussi un programme qui vous permet de rentrer en contact avec les différentes familles de ces enfants? Bien entendu. Alors, c'est un travail de longue haleine. Parce qu'il faut d'abord établir la relation de confiance, comme je vous le disais. Et quand nous avons établi la relation de confiance, alors on leur pose la question de savoir, est-ce qu'ils peuvent sortir de la rue? Ils acceptent de nous suivre. Quand ils disent oui, on les sort de la rue. Et nous avons nos structures partenaires. On les appelle pour dire, bon, nous avons cette action. Combien de places disposons-nous? Et en fonction des places, nous prenons tous ces enfants et nous les envoyons dans les différents endroits. Alors se met en place un travail de prise en charge de manière concrète. Nous allons faire les écoutes. D'abord, une réponse d'urgence, c'est-à-dire soigner tous les bobos qu'ils ont. Maladie, ils ont faim, ils sont en ayant, ils n'ont pas de chaussures. Nous réglons tout cela. Leur donner une serviette, une éponge, des chaussures, brosse à dents, tout le kit nécessaire pour que l'enfant se sente à l'aise dans la structure. Et quand ils disent non, par exemple, parce que là, c'est quand ils disent ah oui, il y en a qui disent bien entendu, il y a d'autres qui disent non. Et qu'est-ce que vous faites pour ceux-là? Alors, ceux qui disent non, au début, c'était un peu difficile parce qu'on se disait, mais on fait comment pour ceux-là? Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de le dire, nous avons des structures avec lesquelles nous accompagnons ces enfants-là pour continuer de les accompagner dans la rue. Donc, il y a 3 jours par semaine, par exemple, ils viennent dans ces structures.
on y met tout le nécessaire. Ils viennent, ils mangent là. Ces structures, pour l'alphabétisation. C'est des foyers d'accueil où ils sont juste de passage. Dans ces structures, il y a des structures qui ne sont pas des foyers d'accueil parce qu'ils n'ont pas d'espace pour qu'ils dorment. Des foyers d'accueil, on en a ici? On en a combien au total? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Alors, puisqu'on parle de réinsertion, police, on vous donnera la parole tout à l'heure, puisqu'on parle de réinsertion, donc forcément, ces enfants-là sont réinsérés dans des familles peut-être d'accueil, même si vous n'avez plus de traces de leur famille. Est-ce que vous les conduisez dans d'autres familles ou dans des foyers spécifiques? Non, ce que je voulais vous dire, c'est que ces enfants, quand on les met dans les centres, on finit par identifier leur famille. Leur famille, d'accord. On rentre en contact avec les familles et on met en place un programme de réunification familiale pour ceux qui peuvent retourner en famille. Il y a certains qui n'ont plus de contact de leurs parents parce qu'ils sont sortis tôt de la maison et eux-mêmes ne savent plus où se trouvent leurs parents. En ce moment-là, ils restent dans les centres d'accueil et on les met en formation professionnelle. Mais le paradoxe, c'est que malgré toutes les actions que, je n'ai pas envie de dire que vous prétendez mener ou que vous menez... Mais nous avons des chiffres, nous avons des images. Oui, je sais par exemple que cette année, vous avez sorti 363 enfants sur 1463 touchés. Mais qu'est-ce qui justifie que le nombre d'enfants de la rue augmente de jour en jour? Alors, ce que je peux vous dire, il y a deux faits. Un premier élément, c'est que les enfants sont mobiles et ils ont, à des périodes précises, des jours précis, ils savent que, par exemple, à Ingré, les mercredis, ils sont à New Life. Est-ce que vous voyez? Là où nous les accompagnons, ils mangent, ils se lavent, ils font la formation biblique et l'alphabétisation. Est-ce que vous voyez? Mais là-bas, on a le nombre des enfants, ils sont répertoriés. Et pour ceux qui veulent faire un métier, ils sont mis en formation professionnelle. Et ils savent que le mercredi, par exemple, ils sont à Ingré. Le samedi, ils sont à la Riviera. Le vendredi, ils vont à Koumassi ou Makori. Donc, ils connaissent tous ces endroits. Mais à côté de cela, il y a effectivement de nouveaux enfants qui arrivent à Abidjan. Parce que, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, en fonction des situations que ces enfants vivent, ils ont leurs amis qui leur disent « Allons à Abidjan. Là-bas, là, tu peux te retrouver. » Et ils se mettent en groupe, ils voient les coxers, ils se faufilent dans les cars et ils arrivent. Donc, quand ils arrivent, ils descendent à Adjamé. Il y a certains qui dorment à Adjamé. Le temps de se familiariser. Donc, au fur et à mesure qu'on sort certains de là, il y a d'autres qui arrivent. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de... nous avons élaboré, le ministère a élaboré une base de données pour que nous puissions rentrer tous ces enfants, les identifier, la région d'où ils viennent, pour que, avec nos directions régionales, nos complexes socio-éducatifs, nous avons mis en place la prise en charge de ces enfants, mais également de leur famille. Parce que quand ceux qui ont pu nous montrer... la question de la famille m'intéresse, mais on y reviendra. Police, rapidement. Je veux finir cette phrase-là, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous ces enfants dont nous avons pu identifier les familles, il y a la formation qui se met en place, la guidance parentale. Mais aujourd'hui, nous avons un programme dédié qui est le Strong Family, qui nous permet d'apprendre à ces familles comment écouter leurs enfants, comment éduquer leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, avant, les soirs, on causait avec nos parents. Mais au jour d'aujourd'hui, vous rentrez dans une famille, Caroline, c'est rare que les parents et les enfants soient là en train de causer, parler de choses et de tout, et rire. On passe plus le temps devant la télévision et nos smartphones en train de... Donc, chacun est occupé à quelque chose d'autre que ce qui pourrait intéresser en commun toute la famille. Donc, ça fait qu'on ne connaît même plus son propre enfant dans sa maison. Est-ce que vous voyez? D'accord. Je le disais tout à l'heure. D'accord. Ouais. Je sens que ça commence à venir. Nous aussi, on a des questions et on a aussi la piqûre pour vous. Oui, Police, très
rapidement avant la pub. Alors dans cette démarche, je note deux étapes qui sont difficiles, notamment l'établissement de la relation de confiance. Ah oui. Et justement, dans ce contexte, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des échecs? Et en ce qui concerne l'insertion ou la réinsertion professionnelle, quelles sont les dispositions que vous prenez pour pouvoir les accompagner? Merci bien. Avant, les échecs étaient un peu plus élevés. Mais au jour d'aujourd'hui, ils nous connaissent bien maintenant et ils savent que nous sommes là pour eux. Parce que, pourquoi cette relation de confiance au départ était un peu compliquée? Parce qu'il y a des structures qui les avaient déjà approchés, qui prennent des photos avec eux et qui s'en vont dire qu'ils s'occupent des enfants de la rue alors qu'il n'en est rien. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ils n'ont plus confiance dans ceux qui viennent leur apporter une quelconque aide. Mais aujourd'hui, nous avons fait nos preuves. Ils savent qu'aujourd'hui, le ministère et ses structures qui sont avec le réseau EDA et d'autres partenaires sont effectivement là pour les accompagner. De même aujourd'hui, ils viennent vers nous. Et justement, il n'y a pas que ces structures-là qui Absolument. les accompagnent. Nous, ici, on a un élément qui nous accompagne très souvent. Il est 12h31 minutes. Nous avons un impératif au niveau de la pub. On se retrouve pour poursuivre ce sujet passionnant. Merci bien. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que depuis 12 heures, nous sommes là à notre rendez-vous habituel à ce midi et nous parlons aujourd'hui de la réinsertion sociale, bien évidemment, avec notre invité témoin Bakayoko Souleymane, un ancien délinquant aujourd'hui reconverti en serviteur de Dieu et surtout, il a à l'esprit d'aider les jeunes à sortir de ce gouffre comme ça s'est fait dans sa vie. Bakayoko, ça va? Vous nous avez écoutés et vous pensez qu'aujourd'hui, on peut trouver des solutions? Vous êtes sûr et certain? Et vous êtes la preuve. C'est beaucoup important. C'est très important. Aux États-Unis, David Wilkerson est le pasteur des enfants de la rue. Et c'est à la télévision qu'il a fait sa publicité. Et vous vous tout le monde l'a identifiez à lui, hein. D'accord. Voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Alors, on n'avait pas terminé. Absolument. Voilà, c'est une discussion très croustillante avec des réponses qui nous conviennent plus ou moins. Et là, on parlait des dispositions que vous prenez par rapport à l'insertion et la réinsertion professionnelle. C'était la question de Paulus. D'accord. Alors, merci bien, Caroline. Alors, pour la réinsertion de ces enfants et l'insertion, il faut d'abord dire qu'il y a deux volets. Le premier volet, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris la politique de scolarisation obligatoire, qui est la PSO. Donc, les enfants de 6 à 16 ans doivent être à l'école. Alors, tous ces enfants que nous trouvons dans la rue, dont l'âge est compris entre 6 et 16 ans, on les remet à l'école en fonction des niveaux d'études. Parce que il y a certains qui étaient déjà allés à l'école, qui ont des niveaux d'études. Il y a certains même qui ont le BEPC. Donc, eux, on les remet à l'école. Et il y a beaucoup qui sont à l'école. Nous avons 2 qui sont sur notre plateau ici aujourd'hui, qui vont à l'école. Heureusement qu'on a des preuves, hein, parce que... Oui, mais Caroline, après... Non, mais vous demandez, mais c'est vrai ou non, mais l'avantage, ce qui me plaît, c'est que je peux vous prendre... On peut aller aujourd'hui, par exemple, à Sassandra, à Guédipo, où nous avons 36 enfants que nous avons dans un partenariat avec l'Office national de service civique, envoyé 36 de nos enfants à Guédipo et ils sont en formation professionnelle en ce moment. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que tout va bien, que le programme fonctionne bien, que vous êtes d'une efficacité irréprochable. Vous rencontrez tout de même des difficultés. Absolument. Ce sont lesquelles et à votre avis, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour solutionner ce problème? Alors, Caroline, on veut que tout soit beau dans le meilleur des mondes pour tous ces enfants. Parce que la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue. Vous voyez? Alors, le premier problème auquel nous nous sommes confrontés, c'est que notre structure, notre ministère a des véhicules et ceci, mais nous n'avons pas de véhicules pour faire nos équipes de rue. Nous souhaiterions, par exemple, faire nos équipes de rue chaque semaine, chaque jour, être au contact de tous ces enfants par jour. Mais nous n'avons pas de véhicule. Heureusement, le Lions Club aujourd'hui nous a donné un véhicule.
qui va bientôt être fonctionnel. C'est quand même grave ce que vous dites. Hein. Le ministère n'a pas de véhicule. Non, pas parce que le ministère ne veut pas avoir de véhicule. Mais vous savez, le ministère appartient à un gouvernement. Le gouvernement a validé la construction de 3 centres socio-éducatifs. Et nous sommes dans un processus de construction de ces centres. Nous devrions faire une étude de faisabilité pour voir si les terrains identifiés étaient capables d'accueillir tous ces centres. Est-ce que travail a été Est-ce que vous avez l'impression, c'est vrai que vous travaillez là-bas, je suppose que vous avez des enfants, est-ce que vous pensez que cette question d'éducation et cette question de délinquance-là, ce sont des questions qui sont véritablement une priorité pour le ministère? Parce que, je veux dire, c'est vrai qu'on voit des enfants à la rue, peut-être qu'on n'est pas directement concernés, mais on est tous concernés, parce que quand ils deviennent des délinquants, c'est de notre sécurité qu'il s'agit, c'est notre sécurité qui en dépend, parce que quand ils deviennent des délinquants, ils sont susceptibles d'attaquer ceux-mêmes qui sont les plus nantis. Donc tout le monde est concerné et tout le monde est en danger. Et les enfants qui sont en danger, leur avenir est hypothéqué, mais aussi les différentes familles sont en danger. Je pense que... Est-ce que vous pensez que c'est véritablement une priorité aujourd'hui? C'est pour Madame le ministre et le gouvernement tout entier. Il y a beaucoup qui est fait aujourd'hui. Vous savez, travailler sur l'être humain n'est pas facile. Et nous, en matière de protection de l'enfant, il y a la CEDE que nous respectons, la Convention relative aux droits des enfants. Nous devons travailler dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais avec la participation de l'enfant. Vous ne pouvez pas obliger un enfant à sortir de la rue. Donc nous le faisons en respectant la charte, la Convention relative aux droits des enfants, la charte africaine des droits et du bien-être des enfants. C'est pour cela que certains restent dans la rue et que nous continuons de les aider jusqu'à ce qu'ils acceptent eux-mêmes de sortir de la rue. Ceux qui veulent retourner à la maison, nous les ramenons à la maison et nous les mettons en formation. Donc il y a beaucoup qui est fait. Ce que nous avons aujourd'hui compris, c'est qu'en plus d'aider ces enfants directement, il faut aider les familles. Et le programme Strong Family... Et il faut surtout prévenir. Voilà, absolument. Et nous sommes en train de former les familles, les mettre en AVEC, c'est-à-dire Association Villageoise d'épargne et de crédit, pour amener ces familles à s'occuper correctement de leurs enfants. Ce qui va diminuer le nombre de ces enfants qui viennent à la rue, parce qu'ils viennent également pour cause de précarité. Merci beaucoup. Alors Souleymane, vous, à votre niveau, c'est vrai que vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas la même stratégie, la même technique d'approche, mais lorsque vous rencontrez ces délinquants-là, quel est le message que vous leur apportez? Et puis, est-ce qu'autour de vous, il y a eu véritablement des personnes que vous avez réussi à changer, à transformer? Donc, la parole ici a un grand pouvoir. Moi, j'ai étudié la parole pendant des vingtaines d'années. Pendant une vingtaine d'années. Voilà. Avec la parole, j'ai fait pleurer des criminels. Quand il a parlé de Dieu devant lui, il a commencé à pleurer. Un grand délinquant, un criminel qui ne peut jamais pleurer. Mais Dieu a permis. Sa maman ne l'a jamais fait pleurer. Son papa ne l'a jamais fait pleurer. Mais elle a parlé de Dieu que Dieu a mis dans ma bouche. Il a parlé. Lui-même s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Donc ici, la parole a un grand pouvoir. Mieux vaut la connaissance que 1000 objets d'or et d'argent. Aux États-Unis, on peut te dire que le temps, c'est de l'argent. Mais nous, on te dit que le temps, c'est la connaissance. Puisque la connaissance a plus de valeur que l'argent. Donc l'enfant n'a pas la connaissance. Il n'est pas allé chercher l'argent. Aujourd'hui, prison remplie de Baba Madou et de Karamoko Yaya. Parce qu'il préfère que son enfant n'ait qu'à aller chercher l'argent au lieu de venir chercher la connaissance. Après, c'est lui qui va devenir microbe demain. C'est ça. Mais la connaissance, ouais, c'est moi, la connaissance a plus de valeur. Il ne faut pas faire chercher l'argent directement à ton enfant. Il faut l'éduquer d'abord. C'est ça la connaissance. Et c'est pas la connaissance. Donc c'est le message que vous apportez, le message de la connaissance. Moi, je suis le maître de la papa. Il a sacrifié ma vie à étudier les livres, à étudier les proverbes. C'est-à-dire, délinquant, là, moi, j'étais parlé. Je t'ai dit d'abord, Chouvel était un grand, il frappait, il n'y a pas l'homme pour lui. Mais quand moi, il parlé à Chouvel, il est resté tranquille. Aujourd'hui, Chouvel, quand il parle partout dans les rues, on dit pasteur, pasteur. Bah, bravo, hein, bravo. Merci beaucoup. Eh bien,
Avec votre permission, nous allons écouter tout de suite Paulus. Il a des chiffres à l'international et peut-être aussi, on va dire, des stratégies qui ont marché ailleurs. Paulus Agathon, on vous écoute. Paulus Agathon, c'est la chronique du jeudi. Alors Caroline, déjà il faut dire que la plus récente définition d'enfant dans la rue, qui est également désignée par enfant de la rue, elle stipule qu'un enfant ou un jeune de la rue est un mineur sans protection adéquate et qui a élu domicile dans la rue. Et la rue peut aussi bien désigner un marché, une gare ou un terrain, et j'en passe. Voilà. En termes de chiffres dans le monde, on a les Nations Unies qui estiment à plus de 120 millions le nombre d'enfants dans les rues dans le monde, ce qui représente à peu près 20% de la population infantile. Et parmi ces 120 millions en Amérique latine, on compte 60 millions et 30 millions en Asie. Au Brésil, le nombre de cas n'est pas clairement défini, mais on comptait déjà en 2014, selon l'association Caritas Suisse, des centaines de milliers d'enfants qui vivaient dans les rues. Donc ça, c'était en 2014. On imagine aujourd'hui le nombre. Quand on vient chez nous en Afrique, c'est 30 millions qui se trouvent en situation de rue. Et il faut souligner que, quel que soit l'endroit du monde, donc aussi bien en Afrique qu'en Amérique ou ailleurs, ils sont rares ceux qui arrivent à s'en sortir de leurs propres moyens. Et quand ils n'y arrivent pas, ils sont exposés à de nombreux vices, notamment la prostitution, le grand banditisme et plein de vices qu'on a eu l'occasion de citer ici. Si on part par exemple à Kampala, en Ouganda, les Ghetto Kids, qui étaient à la base des enfants de la rue, ils ont eu la chance d'avoir un encadreur qui les a aidés d'abord à sortir de la rue et il leur a permis d'apprendre la danse avant que ceux-ci ne connaissent un succès plus grand en rencontrant le chanteur Eddie Kenzo qui a eu l'occasion de les utiliser dans ses chansons et ils ont pu aujourd'hui reprendre le chemin de l'école. Ils peuvent rêver en grand. Alors, en termes d'initiative, sur cette problématique, c'est vrai qu'on a l'UNICEF qui est engagé, qui en a fait l'une de ses priorités, s'y joignent les médecins du monde, des volontaires et bien d'autres, mais ce sont surtout des particuliers, sinon des petites associations qui essaient de mener la lutte. Bon, c'est à saluer si on a notre ministère qui s'en charge également. Et quand on va ailleurs, encore à titre d'illustration, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il y a plus de 20 000 enfants qui vivent dans les rues, les équipes de médecins du monde se sont associées à un réseau qu'on appelle le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue pour participer ainsi à l'amélioration de la protection des enfants à travers plusieurs actions. En Côte d'Ivoire, quand on vient chez nous, rien que dans la commune d'Adjamé, on estimait au premier trimestre 2020 à environ 3 000 le nombre d'enfants ou jeunes adultes pour qui la rue est devenue un abri. Et donc, on a le président des transporteurs, M. Touri Adama, qui a décidé de jouer sa partition dans cette lutte. Il a, à cet effet, construit un centre de santé, mais également d'alphabétisation pour contribuer à leur réinsertion. Et tout à l'heure, notre invité le disait, le gouvernement a également validé la construction de 3 centres socio-éducatifs. Il faut d'ailleurs signifier qu'ici même à Sémidi, on a reçu le 1er mars 2018 une personne qui œuvre dans ce sens, en la personne de M. Kwaku Adaï Polycarpe, un particulier qui lui également s'est donné pour vocation d'aider les enfants de la rue. Alors pour terminer, je voudrais partager cette phrase de Gabriela Mistral qui est extrait de Citation pour la petite enfance produit par l'UNESCO. Elle affirme: nous sommes coupables de nombreuses erreurs et de quantité de fautes, mais notre crime le plus abominable, c'est d'abandonner les enfants, de négliger la source même de la vie. Voilà. Merci infiniment. On applaudit très fort Dr Philo, raison pour laquelle la RTI sera toujours là pour prôner ces valeurs citoyennes-là qui sont entre autres le vivre ensemble, la solidarité. Ce qui concerne celui qui est en face de nous, nous concerne aussi directement parce que nous vivons en société. Juste après la pub, on retrouvera Dr Philo. La piqûre de Dr Philo. Merci. Mais la piqûre, elle est là. La piqûre, elle est déjà très... Et on a écouté beaucoup de... Mais c'est pour dire que déjà avec... ça commence toujours tout doucement, en fait. Voilà, tout doucement. Et ça, c'est pourquoi la piqûre était là, une certaine association. C'est le ministère qui va falloir piquer aujourd'hui. Non, mais concernant déjà, laissons piquer là de côté. Concernant le problème des véhicules, mais c'est grave. C'est grave. Habituellement, quand on a des soucis, on va vers les ministères. Je savais que vous alliez vouloir mettre votre véhicule à disposition pour pallier ce problème-là. Moi, je suis prêt à le faire. Mais maintenant, dans un ministère, j'ai peur. Je me dis, est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Non,
vous allez vers le ministère des Transports. Le ministre des Transports, c'est un monsieur qui est bien, M. Amadou Kouni. Très bien. Vous allez vers lui, il va vous donner des véhicules, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il vend des véhicules? Non. C'est transport, vous voulez transporter. Non, vous dites transport, vous déposez un dossier, c'est clair. Il n'y a pas de problème, on va faire un ministère qui a besoin de véhicules, c'est grave. Alors, vous dites que la réinsertion, c'est un problème de tous. Véritablement, vous avez parlé des familles et tout ça. Oui. Franchement, je vais dire aux parents, vraiment parler avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Et généralement, quand ces enfants vont dans la... Moi, j'ai eu la chance d'étudier avec ces enfants-là. Nous, c'est maman fait ça, papa fait ça, généralement des familles polygamiques. Donc, mais attention, vous mettez un enfant au monde, vous ne le pas comme ça. Non, suivez un enfant. Oui. Non, j'ai dit ça dans ce thème-là, parce que ceux qui comprennent mieux, c'est eux qui ont beaucoup d'enfants. On se comprend. On se comprend. Et donc, le musée Gaïral, vous gagnez quand même quand vous allez, ces enfants, c'est talent. Ces enfants qui sont dans la rue, c'est des talents qui sont dans la rue. Généralement, quand ils jouent football, ballon, c'est des grands joueurs. On y prend des milliards de dollars aux éléphants. Combien de coupes on gagne même? Après, ces enfants, ils vont jouer à la place des éléphants. Après, ces enfants qui sont prêts, ça va parler de la RMD, tout ça là. Non, mais c'est vrai, c'est des grands talents. Quelqu'un qui a été grand. Et puis, il faut un travail psychologique. Quand vous allez vers ces enfants, quand vous leur parlez, il faut travailler sur le mental. Vous avez compris? Quand vous allez. Quelqu'un qui est voleur. Voleur, là, c'est quoi? C'est prendre un peu courir. Ça, c'est un vrai athlète qui est là. Voilà. Je pense que c'est des vrais athlètes qui sont là. Donc moi je pense qu'il faut que le ministère quand même franchement, au risque de me répéter, aille véritablement à fond dans cette histoire-là. Parce que, comme Carlo le disait, on a l'impression que rien n'est fait, mais à vous entendre, beaucoup est en train d'être fait, beaucoup est fait déjà. Et arrêtez. Docteur la théorie, c'est vrai, mais la pratique est mieux. Merci beaucoup, Docteur Philo. On a des réactions. Ah oui. Une réaction. Il faut dire que de façon générale, sur la page Facebook de C'est Midi, ils sont épatés par l'intervention de notre invité. On dit, en tout cas, ouais, vu sa gestuelle, on sent qu'il vient de loin et il a beaucoup à dire. Voilà. Merci infiniment, Docteur Paulus. Je vous envoie. C'est resté, hein? C'est vraiment resté. On est malheureusement au terme de cette émission et j'aimerais bien qu'on puisse saluer le groupe Éthique Yopougon, membre de Spectateurs 40. Nombre de Spectateurs 40. Merci infiniment de votre présence. Nous avons aussi la Fédération des associations des femmes de Cocody. 15 personnes. Madame Gladys Deboutou-Conan, merci beaucoup. Et très rapidement, notre invité voudrait dire quelque chose. Allez-y. Voilà. Allez-y. L'ONG Lumière des Vies, il y a une maman qui a lutté beaucoup pour les enfants de la rue. Elle passe dans tout pour prendre, recenser les enfants de la rue, les partager la nourriture. Et moi, elle m'appelle, je viens les enseigner la parole de Dieu. D'accord. Donc il y a au moins 2 ONG comme ça. Il y a une maman qui a une chante qu'on appelle Céline Adou. D'accord. Elle a beaucoup d'enfants de la rue, de Yopougon, qu'elle s'occupe d'eux. C'est très bien. Donc toutes ces personnes-là, faut qu'on parle d'eux, parce que l'ONG Lumière des Vies fait une grande lutte avec la maman Céline Adou, qui est en train de lutter pour aider les enfants de la rue. Merci. Alors, est-ce qu'on a... Merci public. Est-ce qu'on a un numéro vert? Et puis aujourd'hui, quand un enfant se retrouve dans cette situation, un enfant de la rue qui nous regarde, est-ce qu'il est sûr de pouvoir trouver abri, solution chez vous? Le numéro vert, je pense. Le numéro vert est d'abord la ligne 116. La ligne 116, d'accord. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui est en train d'être fait pour ces enfants. Nous avons sorti beaucoup et nous utilisons également leur talent, comme le disait tout à l'heure Philo. D'accord. Et nous sommes venus même avec un tableau que les enfants ont fait parce que... C'est vraiment gentil. Voilà. Merci. Et merci infiniment. Ces enfants, nous avons compris que... Madame Zaba, l'émission est terminée. Oui, merci. On ne peut pas tout dire. Et c'est l'occasion de nous adresser aux jeunes. En tout cas, nous vous encourageons. Nous savons que ce n'est pas évident, les relations parents-enfants. Mais nous vous encourageons à tenir bon, à prendre vos études au sérieux. Évitez la drogue. La drogue vous détruit. La drogue vous fait vivre à côté de votre vie. Et la drogue vous rend fou. Arrêtez. L'alcool aussi, bien évidemment, d'accord. Et la drogue détruit tellement de cellules qu'après, ça risque d'être catastrophique. Et les parents, apprenez à aimer vos enfants, c'est important. Apprenez à être des modèles pour vos enfants qui ne retrouvent pas des modèles sur les réseaux sociaux. Alors, on va se terminer, on va se séparer plutôt en beauté et en musique, n'est-ce pas? Ça, c'est notre invité témoin qui rappe. Hein. Non, il est trop fort. Bakayoko Suleiman, western du ghetto.
Merci de l'applaudir très fort. L'émission est terminée. Rendez-vous demain pour la finale. West End dans le ghetto, West End dans le ghetto, paraît West End dans le ghetto, West End dans le ghetto. Race des vipères, ministère amer, des gangsters, le coq sirègue au revolver, l'enfer sur terre, blazer croisé, bouton doré, mélon, Winston soulier, guine coupé, stand mif au pied, conséquence, délinquance, vengeance sanglante, maison d'arrêt de correction sentante, pénitence, méthodité étrange, ghetto, encaissé des coups de sabot, revenu à zéro, lien pas qui n'avance pas, réduit petit à petit tombe, comme une bombe, peut cacher une autre bombe,